Donc, difficile transition. Nous allons partir plus précisément dans le monde des consommations d'énergie et des performances réelles qu'on a pu observer justement sur le bâti ancien. Alors, voilà, là c'est le plan de ma petite présentation puisqu'elle dure un peu plus longtemps. Donc je vais vous parler vraiment des spécificités du bâti ancien, point de vue hygrothermique. Ensuite, ce qu'on a constaté sur la performance énergétique du bâti ancien, avec les chiffres clés, les matériaux, les mesures, et justement un petit point sur le DPE. Et enfin, finir avec d'une part les atouts du bâti ancien qui sont notamment à préserver, et ensuite par la présentation rapide du centre de ressources CREBA, où vous allez trouver notamment les publications qui ont été évoquées précédemment. Oui, alors je présente rapidement le CEREMA. En fait, le CEREMA est un centre d'études et d'expertise. C'est un établissement public. On est réparti un peu sur tout le territoire et donc sur Nantes, il se trouve justement la DTER Ouest, qui est une division d'études avec en soutien l'agence d'Angers qui nous aide sur tout ce qui est aussi instrumentation. Ok, alors le bâti ancien, on en a parlé effectivement, et je confirme que vraiment, alors 48, en fait, c'est aussi, alors c'est pas la date, on est d'accord qu'elle est tout à fait théorique. Il y a eu une transition à cause en gros, de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu des pertes importantes humaines, donc notamment de compétences en termes de construction de bâtis anciens, et il a fallu reconstruire après cette guerre de manière assez rapide. Et c'est là que l'industrialisation a eu lieu. Et c'est ça qui explique un peu notamment cette évolution entre l'ancien et le bâti après 48. Et ce que je veux souligner également, et sur quoi je suis d'accord, c'est que c'est pas parce qu'un bâtiment n'est pas classé que ce n'est pas un bâtiment d'intérêt patrimonial. Voilà, et que justement, je ne me rappelle plus qui a dit ça à une journée technique à laquelle j'ai assisté récemment, disait que quand quelqu'un, c'est peut-être vous, quand quelqu'un achète un bâti ancien, il va vivre une histoire plus grande que lui. En fait, j'ai piqué. Non, désolée, mais c'est ce que je veux dire, c'est voilà, il y a une autre dimension, et on le sent si on est un peu sensible là-dessus que il y a quelque chose à préserver. La difficulté est de reconnaître en fait cet intérêt patrimonial sur le bâti ancien pour tout un chacun. Alors, c'est quoi cette spécificité qui a été déjà évoquée sur le fait que c'est humide et souple? Alors, en fait, je dirais pas humide parce que en fait, c'est surtout il y a une spécificité donc, du bâti ancien dans son comportement, effectivement, vis-à-vis de l'eau. Donc l'eau sous deux formes. Il y a d'une part la forme liquide, qui peut pénétrer dans les murs par capillarité, et d'autre part la forme sous forme de vapeur d'eau, qui, elle, grâce à la propriété de certains, pas tous les matériaux anciens sont hygroscopiques, mais une grande partie, les enduits et puis les mortiers aussi notamment, et donc il peut avoir pénétration de la vapeur d'eau dans les murs et réémission de l'autre côté. Et donc ce comportement est illustré là par ce petit graphique. Ce que vous pouvez voir notamment, et qui est important, c'est que vous avez ici l'eau qui peut pénétrer par capillarité dans les murs, donc l'eau sous forme liquide, mais il est important que les murs puissent respirer, le sol ici et là aussi, parce que ça permet à l'eau de s'évacuer sous forme de vapeur d'eau. Ce qui est important aussi ici, c'est que, et on verra plus tard, c'est que l'eau du sol puisse aussi s'évacuer et ne pas seulement s'évacuer par les murs. Voilà, il y a un petit élément supplémentaire dans le comportement qu'il faut prendre en compte quand on fait des travaux de rénovation sur le bâtiment ancien. Donc là, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
Justement, parce qu'on va, dans ce cas-là, alors qu'est-ce qu'on a fait ici? Ben, on a asphalté le sol, on a mis un film polyéthane, on a étanché la cave, on a mis un isolant, ici il est à l'intérieur, mais si c'est pareil, un isolant et un pare-vapeur, si on applique les techniques du neuf au bâti ancien, on va démolir, entre guillemets, on va conduire à une destruction du mur. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau dans le sol, elle va continuer à pénétrer par capillarité. Là, elle ne peut plus s'évacuer par la vapeur d'eau. Ici, elle ne peut pas s'évacuer là non plus, ni là non plus. Donc, elles vont monter encore plus haut et elle va contribuer à humidifier le mur encore plus. Alors qu'avant, il était plutôt, ici, on peut être au rez-de-chaussée ou en cave et ici habité. Maintenant, l'eau va être gorgée d'eau jusque dans les étages habités. Donc voilà, en fait, on va détruire la performance du mur et puis aussi dégrader. Voilà. Et donc ici, ce que vous observez souvent, si on a un enduit ciment ici, ça va, la pression de l'eau à la fin va le faire éclater et on va avoir un aspect dégradé du mur. Mais c'est parce qu'on a mis en œuvre de mauvaises techniques. Il ne faut surtout pas appliquer les solutions du neuf au bâtiment ancien. Hop. Est-ce que c'est dans le bon sens? Non. Non, c'est là. Hop. Bon, bref, je fais là. Et oui, et il y a aussi il y a aussi le phénomène de l'étanchéité à l'air. Alors, en fait, ce qui se passe, là aussi, c'est prudence, hein, quand on applique les techniques du neuf à l'ancien. En fait, bon, moi, j'ai plutôt des diapos qui illustrent ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit en isolation extérieure ou intérieure, si on applique les recettes du neuf au bâti ancien, ça va le dégrader. Donc là, c'est notre point d'alerte. C'est que si l'étanchéité à l'air en isolation intérieure, si vous faites sur du bâti ancien de l'isolation intérieure, attention au traitement de l'étanchéité à l'air. En fait, il faut bien le traiter parce que sinon, on a pénétration de ce... Donc l'intérieur, il y a souvent un peu plus d'humidité liée à l'activité humaine. L'air chaud chargé d'humidité va pénétrer par les défauts d'étanchéité à l'air entre l'isolant et la paroi et on va avoir une condensation sur cette paroi plus froide et l'air et la vapeur d'eau, parce qu'on aura du coup appliqué aussi la recette du neuf de l'autre côté, la vapeur d'eau risque de ne pas pouvoir s'évacuer et dégrader le mur aussi. Donc il faut faire attention aussi quand on met en œuvre de bien prendre en compte cet élément de l'humidité dans le bâtiment. Voilà. Donc, quelques illustrations. Alors, comment on peut faire pour limiter les remontées capillaires? Vous l'aurez compris. Donc, par exemple, dans la cave, ne pas l'étancher, laisser de quoi le sol puisse respirer et évacuer lui-même sa vapeur d'eau dans l'air ambiant, au lieu de le faire remonter en capillarité. Ici, on a l'illustration de ce qui... Ah oui, le bâti ancien, en fait, était très intelligent. En fait, il faut aussi préserver cette intelligence. Les recettes qui étaient appliquées fonctionnent très bien, sauf qu'on les a oubliées. Et si on s'appuie sur ce qui a été fait autrefois, ici, c'est des caves. Donc, elles sont bien ventilées. En fait, là, les ouvertures, vous voyez, c'est pas du tout étanche, mais c'est bien pour que, justement, cette humidité de la cave puisse s'évacuer. Voilà, en gros, le principe. Ah oui, et puis un autre principe qui a été souvent réalisé autrefois, c'est et on en a parlé, c'est de mettre un autre matériau sur le bas du mur qui est moins sensible à l'eau, qui va moins se dégrader à l'eau, et puis continuer avec des matériaux qu'on trouve plus localement pour le reste du bâtiment. Et aussi, alors moi je ne connais pas très bien les termes architecturaux, mais ici ce que vous voyez, ces éléments que vous pensez que c'est que décoratif, mais non, en fait, ça permet de fois de reprendre l'enduit en bas, parce qu'on sait que le mur, il peut se dégrader, c'est normal, l'enduit peut se dégrader par ces échanges de vapeur d'eau, mais grâce à cet élément-là, quand on va reprendre l'enduit, on va le reprendre que en bas, on n'a pas besoin de travailler sur toute la façade. Protection à la pluie, bon, ça c'est un élément aussi qui est très intelligent dans le bâti ancien. C'est juste pour vous signaler que tous ces éléments décoratifs, en fait, ils ont aussi une fonction.
Et en fait, ce que vous remarquez, c'est que souvent, ils sont au-dessus d'éléments qui sont sensibles à la pluie, donc les menuiseries, par exemple. Et toutes ces corniches, notamment, et les mots des natures, permettent d'éloigner le fil de l'eau des éléments sensibles à l'eau de la façade. Et donc, voilà comment, intelligemment, dans le bâtiment ancien, on pouvait préserver ce bâtiment. Voilà, c'était... Voilà, donc ça c'était vraiment le comportement thermique à connaître sur le bâti ancien. C'est vraiment des petites bases là en quelques diapos pour bien que vous compreniez qu'il y a une intelligence à avoir dans les interventions sur ce bâtiment-là pour bien prendre en compte ces deux phénomènes, capillarité et hygrothermie. Alors, les chiffres clés. Donc, on en a parlé. Hein. Donc, le bâti ancien, c'est un tiers du parc. Comme ça, vous allez bien retenir. Hein. On va répéter quelques petits trucs. Et dans ce tiers-là, il y a quand même 40% qui sont des immeubles, alors collectifs dans les centres urbains. C'est quand même à noter. Et vous voyez ce petit graphe qui vous montre justement l'évolution voilà, des consommations réelles hein, en kilowattheure par mètre carré par an des bâtiments selon leur date de construction, avec en mise en regard voilà, la guerre ici, qui a conduit à changer le mode constructif, et ici, le choc pétrolier qui a conduit à commencer à introduire de l'isolation et différentes réglementations thermiques dans le bâtiment. Voilà. Et donc, on confirme que effectivement, les bâtiments construits avant 1948 sont quand même, certes, plus consommateurs qu'un bâtiment... bon, le BBC, il est où ? Il est là, que les bâtiments BBC ou les bâtiments neufs, mais quand même beaucoup moins que ce qu'on peut appeler les passoires énergétiques, ce serait plutôt ces bâtiments-là. Bon, si on devait définir quelque chose. Alors, et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les performances des matériaux, donc on a bien vu, hein, il y a une grande variabilité des matériaux dans le bâti ancien, et en fait, il y a aussi une grande variabilité de ces performances. D'où l'importance de bien connaître son bâtiment. Donc, alors là, on peut comparer, tiens, au béton. Bon, hélas, la pierre de granit est pas plus efficace que le béton, mais vous voyez tout le reste. Tous les autres, alors il y a des hypothèses hein, en termes d'épaisseur qui sont rappelées ici. Bien sûr, ça va dépendre de l'épaisseur. Mais ensuite, tous les autres matériaux, on va avoir des performances thermiques variables. Donc évidemment, sur le bâtiment ancien, on ne va pas être aussi bien qu'un bâtiment isolé. Hein, c'est logique. Par contre, on est quand même mieux que le béton, tout court. Et donc, il faut faire la différence entre quand même une brique pleine de 25 cm et puis ici, simplement un pan de bois, qui est, le pan de bois là, il est de combien? De 25 cm, qui lui va être quand même plus efficace que par exemple les briques ou le granit. Et donc voilà, donc je confirme toujours. Donc là, c'était les premières mesures qui datent donc déjà depuis longtemps, hein, qui ont été réalisées dans le projet de recherche bâton, ça veut dire consommation des bâtiments anciens et modélisation. On cherchait déjà à l'époque à voir si on ne pouvait pas avoir un modèle simple utilisable pour le DPE. Bon, on n'a pas réussi. Mais par contre, on a réussi à connaître à connaître la performance réelle des bâtiments qui ont été mesurés sur le chauffage et l'eau chaude sanitaire, sur une typologie variée de bâtiments, que ce soit du collectif ou de la maison individuelle, donc en centre-bourg ou des maisons isolées à la campagne, et avec différents matériaux. Et on a vu qu'en gros, la moyenne était effectivement encore meilleure que celle mesurée dans le parc, de 157, bon, on s'en fiche hein, des chiffres après la virgule, en énergie primaire. Mais là, c'est vraiment que le chauffage et l'eau chaude sanitaire, mais ça reste quand même les deux postes principaux de consommation. Et là, c'est des mesures tout à fait récentes. Vous avez la primeur. C'est un programme qui est actuellement en cours. Donc, c'est le programme Profil Sereine où on mesure avec une méthode innovante l'isolation globale hors occupation des maisons. Donc là, c'est un programme qui ne portait pas sur le bâtiment ancien, puisqu'il portait sur la mesure de la performance de l'isolation globale de maisons, qu'elles soient rénovées ou neuves, et quelle que soit leur date de construction. Donc ce qui est intéressant à montrer quand même, là, on a fait un petit graphe en mettant la date de construction initiale de la maison, pour vous montrer en fait que
une maison rénovée ancienne est tout aussi performante. Elle est dans le même... ici, vous voyez, là, c'est les classes DPE. Insuffisant, moyen, bon, très bon. Ici, vous avez le nuage de points des mesures, donc de 1900 à, 2000, à plus de 2020. La moyenne des UBAT mesurés, c'est la transmission thermique de l'enveloppe. Et ici, les années construction. Donc ici, vous voyez, bon, il n'y en a pas beaucoup, donc on est prêt à en mesurer plus. Donc ici, on voit que le nuage de points, il est tout aussi bien situé que ce nuage de points-là. Là, ça, c'est des maisons avant rénovation. C'est normal qu'elles soient insuffisantes. Mais voilà, on est tout à fait tout aussi performant. On peut atteindre des performances très honorables. Et là, en fait, c'est des mesures, c'est des performances réelles. Parce que... alors, on va voir. Alors oui, ben là, quelques conseils globalement sur la démarche énergétique, mais pas concrète. C'est juste de savoir sur le principe qu'il faut commencer par un diagnostic global, que ce soit technique, architectural et thermique. Et comme vous l'aurez compris, de bien prendre en compte, dans les choix des travaux qui vont être faits, l'équilibre hygrothermique et la pérennité des solutions. Et si vous ne prenez pas en compte ces équilibres hygrothermiques, vous mettez en danger la pérennité en fait, de votre bâtiment. Là, c'est un exemple, c'est un guide qu'on trouve sur le centre de ressources CREBA, mais qui a été réalisé par l'AGENA, c'est une agence locale de l'énergie, sur la guide de réhabilitation du bâti en centre-bourg. Donc, c'était adapté au territoire en question, avec des arbres de décision, à savoir quelle est la situation du mur. Est-ce qu'il est sur la rue, sur la cour, sur le pignon? S'il est sur la rue, est-ce que c'est un immeuble à pans de bois visible, ou en pierre de taille, ou en enduit? Si c'est une façade sur cour, voilà, on repose les mêmes questions. Et selon qu'on est sur cour, sur rue, pierre de taille, pan de bois, etc., il y a différentes solutions qui sont recommandées. Donc ITI, ça veut dire isolation par l'intérieur, par exemple. Et ensuite, dans le guide, on va proposer des solutions de comment isoler par l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas employer n'importe quel matériau dans l'isolation par l'intérieur. Si vous mettez aussi du polystyrène, ce n'est pas bon. Voilà. Donc là aussi, il faudra utiliser des matériaux hygroscopiques. Et ceci peut se faire pour tous les territoires. Ce type de guide, on pourrait partir dessus en faisant un diagnostic, par exemple, d'un centre-bourg, et puis de regarder, pareil, ça a été fait aussi sur Rennes, de savoir quels sont... et puis se coordonner du coup après avec l'ABF qui valide les solutions qui permettraient après aux particuliers de savoir comment faire et de ne pas se laisser piéger par l'urgence qu'on va voir qui peut émerger des réglementations liées au DPE. Donc effectivement, on m'a demandé de présenter le DPE. Donc le DPE, donc, tout le monde le connaît, mais je rappelle quand même son objectif et sa composition. Le DPE renseigne sur la performance énergétique d'un logement. Voilà, c'était son objectif initial, en le classant et en donnant son impact sur les gaz à effet de serre. Donc là, c'est le nouveau DPE qui a été... c'est un DPE réalisé à partir de juillet 2021. C'est une nouvelle étiquette. En fait, cette étiquette prend en compte à la fois la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre en une seule étiquette. Il y a juste la composition de l'effet de serre qui est précisée là à droite, mais celle-ci, elle mélange les deux. En fait, dans les classes maintenant de ce nouveau DPE, on prend la classe la plus défavorable entre la consommation d'énergie ou l'émission de gaz à effet de serre. Donc, deux bâtiments qui sont identiques, mais par exemple avec une chaudière différente, fuel ou gaz, eh bien, il y en a un qui va être moins bien classé, celui au fuel, puisqu'il y a plus d'émissions de gaz à effet de serre. Le souci qui se pose maintenant, alors, c'est qu'en dehors du fait, alors c'est un outil pour comparer la performance énergétique des bâtiments entre eux, donc qui peut servir donc, du coup à la vente et à la location. Et le souci actuellement, on en reparlera juste après, c'est que ça va déclencher aussi des mesures incitatives. Bon, ça va encore à la limite, c'est des aides, mais aussi coercitives. Alors là, je rappelle juste le contexte. Ça a été introduit il y a déjà un certain temps c'est une transposition française
du Energy Performance Certificate introduit par une directive européenne qui donnait un cadre commun en fait à toute l'Europe pour communiquer la performance sur les logements. Donc c'est un dispositif, comme je vous ai dit, qui est vraiment pour informer les futurs locataires ou acheteurs. Alors, en dehors de l'affichage de la consommation d'énergie, il comporte aussi des recommandations de gestion, de travaux, et il est obligatoirement maintenant joint à un certain moment à l'acte de vente ou au contrat de location. Et il doit être aussi affiché dans les bâtiments publics et sur les annonces immobilières. Alors, là, j'ai fait une diapo en essayant de mettre tout ce que contient le DPE. Et en rouge, ce qui a évolué récemment. Parce qu'effectivement, les études que choisir quand ils en avaient fait leur benchmark pour comparer les résultats du DPE sur des maisons selon différents diagnostiqueurs, ça avait alerté en fait les pouvoirs publics, et donc ils ont fait quand même déjà certaines évolutions qui prennent ça en compte, mais en fait ça a amélioré certains points, mais ça en a dégradé d'autres. Donc en fait, je vais directement vous dire lequel pose souci, et après on va voir les autres. En fait, ce qui se passe, c'est que sur le fait que différents diagnostiqueurs donnent des résultats différents, c'est parce que jusqu'à avant le 1er juillet 2000, je sais plus 20, là j'ai dit 21, en fait, on reposait sur l'expertise du diagnostiqueur, et puis il regardait, il disait tiens, est-ce qu'il y a de l'isolant ou pas, bon voilà, et il remplissait selon ce qu'il pensait était juste. Sauf que maintenant, il faut qu'il justifie ce qu'il saisit. Donc ça veut dire, s'il dit qu'il y a 5 cm de l'isolation dans la maison, il faut qu'il ait une bonne raison de le dire. Donc si quelqu'un a fait des travaux dans sa maison qui datent d'avant 75, il faut qu'il ait les factures pour prouver qu'il y a autant d'isolation. Bon, après, le diagnostiqueur peut aussi aller, avec l'accord du propriétaire, démonter la prise, regarder par la prise s'il y a de l'isolant dans le mur et quelle épaisseur. Mais tout ne se voit pas. Hein. Bon, il peut aller dans les combles, vérifier. Donc, visu, ça compte, mais vous savez bien que l'isolation ne se voit pas toujours. Et pareil, hein, la nature des matériaux dans le bâti ancien ne se voit pas toujours. Et surtout, tous les matériaux, notamment, les matériaux sont bien pris en compte anciens dans le DPE. Par contre, après des techniques comme par exemple la correction thermique enduit, chaud-chambre, etc., je ne pense pas qu'elles soient tabulées. Et donc, ça pose des questions sur... voilà, et puis connaître l'épaisseur de ce qui a été mis en œuvre, etc., ça demande une certaine expertise que n'ont certainement pas les diagnostiqueurs. Il faut savoir, ça ne coûte pas cher un diagnostic, hein, 90 €. Voilà, donc faut voir quoi. Et donc, alors je continue de vous dire tout ce qu'il y a dedans. Donc, étiquette de la performance énergétique. Donc, il y a cette nouvelle étiquette à double seuil. L'estimation des coûts annuels d'énergie, ça a été là aussi un peu plus fiabilisé, parce qu'il n'y avait pas indication de l'hypothèse qu'on faisait sur les coûts de l'énergie. Donc là, ils ont bien dit, c'est des données statistiques qui sont éditées tous les ans avec le CGDD, et il faut bien donner l'année de référence, parce qu'il varie quand même d'une année à l'autre, ces coûts-là. Il y a bien le numéro de certification du diagnostiqueur. Il y a de nouveaux indicateurs qui sont sortis. Donc avant, il y avait le schéma de déperdition de chaleur et puis des informations sur ventilation, équipement, etc. Mais maintenant, ils ont rajouté un indicateur sur la performance de l'isolation. Donc c'est le UBAT que je vous ai montré précédemment et le confort d'été. On passe de 3 à 5 postes de consommation. Donc ça fait augmenter un peu aussi les consommations d'énergie. Et surtout, ce qui concerne le bâti ancien, c'est qu'avant, pour le bâtiment ancien, on pouvait faire un DPE sur facture. Ce qui palliait au fait qu'on sait pas, on avait peu de confiance dans le calcul qui représentait bien le bâti ancien. On était bien d'accord là-dessus. Donc on s'est dit, on va leur demander de faire ça sur facture. Le problème sur facture, c'est que il y a un biais important qui va être l'usage. Donc si vous faites un DPE d'une maison secondaire ou de quelqu'un qui chauffe, qui chauffe de manière différente que la convention des calculs,
voilà, ou qui n'est pas là souvent, ça va avoir un biais sur cette estimation. Et pour eux, pour fiabiliser le DPE, ils se sont dit on peut pas. Je veux dire, il y en a, les DPE, et aussi ça conduisait à avoir des DPE vides, vierges, parce qu'il n'y avait pas de facture. C'était pas occupé, il n'y avait pas de facture, donc on n'avait pas l'information. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés au calcul, en introduisant quand même dans le calcul ce qu'ils pensaient de mieux pour prendre en compte le bâti ancien. Alors, donc, je vais passer sur ces questions-là. Bon, le DPE, il y a plusieurs DPE selon qu'on est en bâtiment neuf, en existant ou en maison individuelle, collectif ou appartement. Là, c'est des coercitions, effectivement, qui apparaissent tout récemment avec la loi climat et résilience du 22 août 2021. Et effectivement, il y a une interdiction, d'abord, des audits pour les passoires énergétiques. Hein, c'est ça, j'ai oublié de le préciser. Donc, les classes E, F, G, à partir de certaines dates, il y a un audit obligatoire, en plus du DPE. C'est bizarre, ça veut dire qu'ils savent bien que ce n'est pas suffisant pour faire des travaux, il faut aller plus loin, il faut faire les audits. Mais en fait, c'est les audits qui sont obligatoires pour après bénéficier des aides. Ensuite, gel des loyers pour les classes F et G à partir de... c'est déjà en cours. Le gel des loyers va être en 2025 pour les E. Interdiction à la location, 1er janvier 2025 pour les classes G. 2028 pour les classes F et 2034 pour les classes E. Donc effectivement, quand on a un diagnostic DPE qui ne prend pas en compte la vraie performance des matériaux constituant votre bâti ancien, qui ne peut pas prendre en compte ce que vous avez mis en œuvre en technique d'isolation, vous allez être très mal, quoi. Et c'est un souci qui peut aussi exister sur du bâti pas ancien. Donc voilà, bon, je ne vais peut-être pas détailler. Hein. Donc là, c'est comment est-ce qu'on détermine le seuil en fonction, c'est très scientifique, hein, en fonction du CO2 en abscisse et de l'énergie primaire en ordonnée. Donc vous avez après votre classe que vous pouvez retenir pour votre DPE. Là, je refais un laïus sur le fait que, et en soi, c'est bien hein, que les données, comme le DPE est opposable, il faut référencer les données d'entrée. Le diagnostiqueur doit justifier ce qu'il a saisi, mais et il a le droit hein, de dire c'est une mesure observée, document fourni, et à la fin, s'il n'a pas d'infos, il doit saisir la donnée par défaut. Et celle-ci peut être défavorable, puisqu'elle ne va pas prendre en compte les travaux qui auraient été faits, ou si le diagnostiqueur ne connaît pas bien le matériau, la donnée, par défaut, n'est pas en lien avec la performance du matériau. Voilà. Ensuite, le mode de calcul. Bon, je vous ai parlé de la suppression du DPE sur facture, une seule méthode, passage de 3 à 5 postes et des nouveaux indicateurs. Alors, dans l'ancien, donc, il y a de l'enjeu. Alors, qu'est-ce qui a été pris en compte quand même? Donc, on sait bien que dans le bâti ancien, il y a plus d'inertie thermique que dans le bâti plus récent. Et donc, ça a été pris en compte sur le fait qu'on a observé que la saison de chauffe en est plus courte. Pourquoi? Parce qu'il y a, pendant l'été, stockage, on va dire, dans le bâti, on va dire, des apports solaires qui ont fait monter en température les murs, et les murs vont se refroidir beaucoup moins vite. Et donc, la saison de chauffe peut être plus courte. Ensuite, il y a possibilité pour le diagnostiqueur de saisir ces matériaux spécifiques. Donc, les matériaux ne sont pas tous dans la base de données ou tabulés, mais le diagnostiqueur pourrait. Alors moi, je dirais en théorie, parce que pour ça, il faut quand même qu'il ait confiance, qu'il trouve la donnée, de savoir quelles sont les performances des matériaux, et qu'il ait une confiance dans la composition hein, du mur. Donc, il peut. Donc, ça plaide pour le fait qu'il faudrait des diagnostiqueurs qui soient spécialisés, en fait, dans le bâti ancien, ou qui aient une formation sur les bâtis anciens. Et il y a effectivement une partie bâti ancien dans le guide DPE à l'attention des diagnostiqueurs qui explique la spécificité bâti ancien, notamment ce que je vous disais sur l'hygroscopie, etc., pour pas qu'ils prescrivent, parce qu'il y a des recommandations de travaux dans le DPE qui sont des recommandations qui sont un peu automatiques et du coup pas toujours adaptées au bâti ancien. Donc il faut qu'elles soient
modulée en prenant en compte la caractéristique du bâti ancien. Et donc, je dirais que les difficultés restantes, c'est que tout n'est pas référencé, en fait, dans les données. Il y a aussi un biais, hélas, les surfaces dans le bâti ancien sont toujours plus importantes que dans le neuf, du moins le neuf et le récent. Ça dépend quelle date. Mais en fait, en gros, une ferme, etc., vous allez avoir plus de surface. Mais de fait, les occupants, ils ne vont pas tout chauffer. Et donc là, il y a un biais. Quelle surface on prend et souvent, ils prennent la surface habitable, mais qui n'est peut-être pas toute la surface chauffée pour faire le diagnostic. Voilà, donc moi je plaiderais que, effectivement, pour mieux former les diagnostiqueurs, voire mesurer. Moi, je peux que la mesure, par exemple. Nous, on est en train de voir avec des certificats. On est dans un groupe de travail sur le futur label, du moins, ça s'appelle cadre de référence, qui pourront être des futurs labels. Alors c'est pour du neuf, mais ça peut être aussi pour des rénovations, BBC, etc., où on plaide pour la mesure, en fait, pour dire à la fin, moi je vous mesure votre UBAT et c'est lui la bonne valeur, c'est pas la valeur calculée. Donc voilà. Et sinon, moi ce que je propose, ceux qui gèrent une collectivité, c'est de fournir aux concitoyens le fait de vous contractez avec un bureau d'études spécialisé sur le bâti ancien, vous faites un diagnostic de votre territoire, quels sont les matériaux, et vous voyez avec lui quelles sont les techniques les plus adaptées et faire des fiches de recommandation aux particuliers de savoir comment rénover son bâti ancien, par exemple. Voilà. Alors, les atouts. Bon, maintenant parlons des atouts. On a des difficultés, mais on a des atouts. En fait, comme je vous disais, le bâti ancien est intelligent. Il profite des apports solaires gratuits. Alors là, j'ai mis une petite ferme en Pays de Loire. Tous ces toitures servent à se protéger du vent et de la pluie et elles sont adaptées en fait au lieu. Donc je suis désolée d'avoir appris que les vents commencent à tourner à cause du changement climatique, mais bon, ce sera vérifié ici en Loire-Atlantique. Mais voilà, ils sont adaptés au microclimat qui se trouve autour d'eux. Et donc, par exemple, là aussi à droite, une maison nantaise, quand on est en zone inondable, on ne vit pas au rez-de-chaussée. Voilà, d'où les escaliers et tout ce qui est cave en dessous. Autre atout, vous l'aurez compris, c'est grâce à son inertie, il est aussi, le bâti ancien, adapté à nos futurs climats, hélas, que l'on va connaître. Grâce à l'épaisseur du mur et leur masse volumique, on observe, bon, il faudrait vérifier selon les matériaux évidemment et l'épaisseur des différents murs, mais il y a une partie de ce bâti ancien qui permet à la fois, vous voyez ce petit graphe en fait, c'est une mesure qui a été réalisée. Donc là, c'est vraiment le cas extrême. Hein. C'est le mieux, le must, on va dire, en termes d'inertie. C'est une maison en pierre avec un mur de forte épaisseur. Et donc ici, vous avez les températures mesurées en été. Là, c'est la température en verre extérieur qui est montée jusqu'à 31,5 par exemple. Et là, la mesure à l'intérieur. Donc vous voyez à l'intérieur, à la fois, on a un petit déphasage du pic et une forte atténuation, puisque le maximum à l'intérieur, lorsqu'il a fait 31,5 en journée, était de 25,5 à l'intérieur. Donc pas besoin de clim. Et autre élément important, parce que là on parlait de démolition, etc. Donc là j'ai piqué un diaporama qui se trouve sur Internet, fait par l'IFPEB et Carbone 4. Alors, ce n'est pas du bâti ancien, mais c'est comparer une rénovation basse consommation à une construction, à une démolition-reconstruction sur la composition carbone. Alors là, c'est le carbone, c'est-à-dire c'est en transfert les émissions de gaz à effet de serre, qui prend à la fois compte du carbone contenu dans les matériaux utilisés, soit pour faire la rénovation, soit pour faire la construction, la démolition-reconstruction. Mais aussi tout, je ne sais plus, 50 ans d'exploitation du bâtiment, donc sa consommation d'énergie. Parce qu'on peut se dire, le neuf va toujours être plus efficace, voire à énergie positive, donc on va compenser un max grâce à l'exploitation. Si vous faites une rénovation basse consommation, avec une réduction suffisante de la consommation d'énergie, il n'y a pas de souci, vous êtes, quoi qu'il arrive, hein, donc là c'est dans cet exemple-là, plus efficace
qu'une construction d'émulsion sur votre impact sur les gaz à effet de serre. Une autre façon de le montrer, c'est de montrer le temps de retour carbone. Là, c'est des exemples de maisons. Donc, il y en a une aussi ici à Nantes. Alors, maison, là, c'est plus un petit tertiaire, où il y a eu isolation avec un temps de retour carbone. Ici, on voit que le temps de retour carbone, là, a été de 5 ans et ici, de 9 ans. Ah non, c'est dans l'autre sens, je ne comprends rien. Voilà. Donc, c'est pour vous alerter que voilà, démolir et reconstruire, ce n'est pas la meilleure solution non plus pour lutter contre le changement climatique et que ça va vous coûter en carbone. Voilà. Et ce qu'il disait aussi, l'IFPEP, c'est qu'en termes de coût, une rénovation basse consommation, en fait, il faut comparer. Si vous êtes dans des endroits tendus, point de vue construction, ça coûtera toujours moins cher de rénover que de construire du neuf. Alors, maintenant, comment faire? Alors, vous verrez en pratique après avec Kiesbrez. Moi, je vais vous dire quelques petits outils plus intellectuels. Comment faire? Donc, vous pouvez vous baser sur le centre de ressources CREBA, qui est un centre, c'est un site internet que le CEREMA anime, mais qui réunit un certain nombre de partenaires dans Maisons Paysannes de France que vous avez cité précédemment, et dont l'objectif est de valoriser et diffuser les connaissances et les bonnes pratiques. Donc vous avez le lien, vous verrez là-dessus. Et ce que je vous recommande en particulier, c'est de jeter un coup d'œil sur la charte de réhabilitation du bâti ancien, que je vous invite d'ailleurs à signer. Cette charte met en avant 3 dimensions. Donc évidemment, on défend, nous, en tant que bureau d'études publiques, l'amélioration de la performance énergétique, mais on demande à ce que soient conservées les valeurs patrimoniales du bâtiment et de bien prendre en compte la dimension technique pour éviter les pathologies. Donc tout ça, c'est expliqué dans la charte. Et nous avons des différents outils aussi pour aider à la prise de décision. Donc là, voici par exemple, c'est un outil qui anglophone, mais que l'on a adapté en France. Hein, c'est un outil qui vient du STBA, Sustainable Traditional Building Alliance. Et donc, cet outil, vous avez un lien dessus, vous pouvez jouer dessus par Internet. En fait, vous saisissez par exemple votre contexte du bâtiment, donc par exemple bâtiment d'intérêt patrimonial hors secteur protégé. Là, j'ai essayé de faire un truc adapté ici, climat océanique, maison en bande. Allez, on va dire que c'est de la pierre tendre, l'état est correct. Il est soumis à une source d'humidité et on va voir différentes solutions. On va regarder, on va cliquer sur la roue. Ici, j'ai cliqué là sur mur, restauration des murs. Vous verrez, après, il y a correction thermique, isolation intérieure, extérieure, etc. Et vous pouvez cliquer dessus et apparaissent les points de vigilance que vous devez, qui vous donnent automatiquement sur votre bâtiment. Attention au jaune, point de vigilance modéré, jusqu'au rouge ou point de vigilance majeur. Et par exemple, là, juste, j'ai regardé, il faut que je restaure mon mur, hein, mais sans plus, hein, on va dire. Alors, ils disent, attention, si vous faites... Alors là, je suis sur... attention, les problématiques patrimoniales ou énergétiques qui peuvent être posées, parce que là, effet de paroi froide, ben oui, si je fais juste de l'enduit, hein, je ne suis pas encore sur l'isolation thermique. Il n'y a pas de souci, c'est vert, je restaure le mur, point de vue patrimonial, c'est très bien. Mais je peux vous comparer, ah tiens, si je rajoute maintenant de l'isolation, alors là, je suis thermique intérieur. Alors là, ils vous disent les problématiques techniques qui pourront être soulevées. Donc ici, les problématiques techniques, attention à la gestion de l'humidité, à la réduction de surface habitable. Il peut avoir une réduction de la ventilation parce que si vous isolez, ça va réduire l'étanchéité à l'air du bâtiment. Ça peut être, alors c'est moyennement complexe, hein, c'est modéré. Si on descend un peu plus bas sur les problématiques patrimoniales, on va plutôt perdre des choses, des patrimoines à l'intérieur. Donc attention si vous avez des éléments intérieurs.
Sur l'énergétique, attention, il y a des ponts thermiques qui vont rester. Et attention à la risque de surchauffe, par exemple, etc. Donc là, et vous pouvez jouer avec cette roue. Donc là, j'ai fait que l'isolation, hein. Vous pouvez jouer avec cette roue en cliquant dessus, en validant ou pas. Vous avez, par exemple, sur l'isolation, vous pouvez avoir, vous regardez quels sont les impacts d'une correction thermique des murs intérieurs ou une correction thermique des murs par l'extérieur. Donc là, intérieur, c'est par exemple un enduit chaud-chanvre. Par l'extérieur, je ne saurais pas. Il faudrait regarder. L'isolation par l'intérieur, remplacement du remplissage existant d'un pot de bois, isolation d'un mur creux, isolation des murs par l'extérieur, isolation par l'intérieur sans contact avec boîte dans la boîte, etc. Et quand vous aurez alors, du coup, comme précédemment, la liste des problématiques que cela pose, tant sur le patrimoine, sur la technique. Donc technique, c'est plus lié à la gestion de l'humidité, et sur l'énergétique. Et avec ces petites flèches là, je ne vous ai pas montré, mais du coup, il montre les interactions qu'il peut avoir avec les autres interventions que vous pouvez faire sur le bâti ancien, intervenir sur la toiture, sur le plancher bas, les fenêtres, les portes cheminées, la ventilation. Et puis là, c'est tout ce qui est équipement, hein, chauffage, émissions, distribution, etc. Donc, je n'ai pas tout détaillé. Je vous invite à jouer avec. Et voilà. Et puis là, à la fin, j'ai une petite liste des documents qui existent, qui ont une partie déjà a été citée précédemment, qui existe sur Creba. Et en fait, là, je vous ai mis un peu ce qui peut vous intéresser selon vos points de vue. Donc, plus scientifique, là, sur les premiers, là, 2007 et 2011 battant. Sur les guides ATEBA et guides méthodologiques, par exemple, sur le bâti ancien de 2011, là, c'est une sensibilisation aux enjeux du bâti, aux spécificités du bâti ancien. Donc, Hygroba, notamment, c'est de là où j'ai tiré mes petites illustrations de murs qui géraient l'humidité. Et puis ensuite, des documents d'aide à la décision pour les maîtres d'ouvrage, pour faire des travaux. Et puis, Hygroba et Hubatex, c'est vraiment des documents qui traitent principalement d'intervention en isolation et quelle est la gestion de l'humidité. Moi, je vous conseille Hygroba. Dans Hygroba, c'est vraiment un fascicule où vous avez... Alors, ça n'a pas été fait sur tous les types de matériaux, mais il y a un certain nombre de matériaux. Donc, savoir, votre matériau, c'est quoi? Par exemple, c'est de la pierre dure. Et ils vous disent... il y a plusieurs solutions d'isolation qui ont été testées, que ce soit intérieur ou extérieur, que ce soit de la laine de verre ou de la fibre de bois, voilà, donc qui est plus hygroscopique par exemple. Et ils vous disent, ils ont fait des calculs avec Woofy, qui est un logiciel spécial qui peut vous dire quand est-ce que ça va condenser, en fait, c'est de transfert d'humidité de la vapeur d'eau dans les parois, et vous disent quand est-ce qu'il y a un risque ou pas pour la paroi. Voilà. Et donc là, vous avez un petit catalogue de techniques. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Et du coup, ils peuvent quand même donner des recommandations pour éviter ce risque. Voilà. Donc, je pense que j'ai parcouru l'ensemble de mes diapos. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la parole pour la dernière intervention à Jérôme.